Alors, pour te présenter brièvement, donc, tu es licencié en histoire de l'art et archéologie, à côté de nombreux textes que tu as publiés dans des revues ou dans les ouvrages collectifs. On te doit une vingtaine de recueils de poésie, une dizaine d'ouvrages de prose. Oui. Plus largement, oui. Plus largement, voilà. Une vingtaine en tout, peut-être. Non, de recueils de poésie, oui, hein, quand même, une vingtaine, avec les livres d'artistes, voilà, mais bon. Une dizaine de textes en prose, romans ou nouvelles, des fantaisies littéraires, on y reviendra, un peu plus étonnantes. Alors on peut citer évidemment Le ravissement des femmes chez Grasset, bien sûr, que tu as publié en 2012. Décollation, sur lequel on reviendra, un peu plus récent, 2015 ou 2014. 2014. Aux éditions de l'Âge d'Homme, dans cette petite collection La Petite Belgique. Voilà, j'en ai pris quelques-uns. Vous en avez bien sûr qui sont disponibles aussi à l'entrée, hein, je pense au grand menu. Mais c'est justement cette actualité-là que je voulais évoquer, puisque deux choses dans ton actualité, c'est d'abord l'élection récente à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Toujours un petit défi, un petit pari de le dire d'une traite. C'est tout récent. Hein, ça date du mois d'avril. Voilà. Fin avril, sauf ça c'était mon élection, c'est fin avril, mais mon discours de réception c'était fin octobre. Donc, voilà. Et je succédais à Françoise Malé-Joris au fauteuil numéro 13. Et donc j'ai préparé un discours d'hommage à Françoise Malé-Joris, ce qui m'a donné le plaisir pendant tout l'été de lire son œuvre. J'avais lu Le Rempart de Lénine, comme beaucoup de monde, mais c'est vrai que je ne connaissais pas son œuvre et j'ai découvert une œuvre absolument magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à une telle modernité. Oui, alors on peut lire d'ailleurs ton discours sur le site de l'Académie. Oui, il se trouve sur le site et c'est Caroline Lamarche qui m'a reçu et donc qui a prononcé un discours pour me recevoir. Et ces deux discours se trouvent sur le site de l'Académie. Donc ça, c'est une des actualités. La seconde, c'est la réédition, justement, du grand menu, toute récente aussi, dans la collection Espace Nord, que vous connaissez sans doute, qui est la collection patrimoniale de littérature belge et langue française, et donc toujours accompagnée d'un commentaire, d'une postface, qui a été réalisée par Nathalie Gillin. À une question qu'on posait à Jean d'Ormesson, hein, qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, on lui demandait qu'est-ce qu'on fait à l'Académie, lui à l'Académie française, mais qu'est-ce qu'on fait à l'Académie, il avait répondu presque rien. Alors, tout est dans ce presque. Bien sûr, bien sûr. Mais oui. Alors, juste peut-être en quelques mots, peut-être évoquer les missions peut-être de l'Académie royale. Oui, les missions notamment est d'abord d'attribuer des prix. L'Académie accorde une dizaine de prix par an. Elle a une trentaine de fondations qui lui permettent de donner des prix littéraires. Et donc ces prix sont remis au mois de mars. En l'occurrence, ce sera le 10 mars. Ce sont des prix à des auteurs. Il y a aussi l'aide du Fonds des lettres, le Fonds national de la littérature, qui accorde des bourses à des écrivains sur base de lecture d'un manuscrit. La bourse ne va pas à l'écrivain lui-même, mais va à son éditeur et lui permet donc de trouver plus facilement un éditeur, évidemment. Maintenant, alors j'ai dit un peu en introduction, des recueils de poésie, des romans, de la prose, de la poésie, que tu alternes dans ton parcours, et, de certaine façon, oui. Hein, et finalement, tu es venu assez tard à l'écriture de fiction, puisque le premier livre dont tu publié, c'est Le Grand Menu en 2001. Auparavant, tu avais publié des articles scientifiques, en tout cas sur l'histoire de l'art, sur les traditions populaires aussi. Qu'est-ce qui, à un moment, c'est pour lancer la discussion, mais qu'est-ce qui, à un moment, ou qui, peut-être à un moment, t'a donné l'envie de passer du côté de la fiction? C'est venu de moi. Il a fallu longtemps pour m'autoriser à faire de la fiction. J'étais historienne d'art, donc tout ce que j'écrivais devait toujours, selon moi, être justifié par des notes de pied, par des références. J'avais envie d'écrire, j'aimais écrire, mais voilà, le jour où je me suis rendu compte que je pouvais écrire à partir de moi-même, de mon inconscient, ça a commencé à me passionner. Peut-être cet accès
de plus en plus à la partie, justement, l'accès que permet l'écriture à une part de soi qu'on ignore, cet aspect de découverte, de cette façon de creuser en soi et de creuser toujours, parce qu'on n'est jamais au bout de cette partie immergée de l'iceberg. Et donc, c'est ça qui m'a motivée, qui m'a intéressée. Et cette enfance aussi, ça me taraudait, ça me semblait vital de devoir passer par la publication de ce livre sur l'enfance. C'était presque vraiment une nécessité. Ça, oui. Et de parler et d'entrer dans l'inconscient de cette petite fille, d'entrer dans tout son non-dit, tout ce qu'elle n'a pas dit au moment même, ou qu'elle avait refoulé, et que j'ai essayé d'aller retrouver. Et est-ce que la forme du roman s'est imposée, ou bien la poésie était là, était présente? C'est un roman par fragments. Oui, c'est pas vraiment un roman où je n'ai absolument pas construit une ligne narrative avec un début, une fin. Ce sont des petits morceaux. D'abord, le grand menu, comme c'était mon premier roman, j'ai voulu tout dire. J'étais dans l'explication, dans le commentaire, dans l'analyse. Il y avait des centaines de pages à supprimer. Il a fallu nettoyer. C'est le livre qui m'a appris, je ne l'ai pas lâché aussi longtemps que je n'étais pas vraiment contente de ce résultat. Un résultat vraiment dans l'économie, rester en deçà de l'explication pour permettre au lecteur de trouver sa place là-dedans, de trouver son territoire aussi dans cette parole. Et donc, oui, c'est plutôt des fragments. D'ailleurs, j'avais énormément de fragments et il a fallu choisir dans quel ordre les mettre en place comme un patchwork. Et donc, ce n'est pas vraiment... Ça n'a pas été conçu comme on conçoit un roman dont on sait où on va. Ce qui m'intéressait, c'était de pas trop le savoir et de le découvrir, d'être moi-même surprise. Ça dénonce l'abus de pouvoir d'un milieu parental. Et donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très malsain dans cet abus de pouvoir, et qui est dénoncé non pas parce que la petite fille l'explique, mais seulement parce que la petite fille le montre. Donc, le lecteur est avec elle spectateur de ce côté pervers, malsain, sans avoir d'explication. Donc, ça lui prend, il n'a pas de grille de lecture, il ne reçoit pas de grille de lecture, il est pris de plein fouet par ça. Il est complètement voyeur, hein. Le lecteur est un voyeur, et c'est effectivement le côté... Oui, parce que c'est la seule place que la petite fille peut avoir dans cette histoire. Elle doit être témoin de tout ce qui se passe, elle n'a pas droit au chapitre, donc elle est une Père Dieu qui regarde tout ça. Et ce qui met de l'humour un peu dans ce texte, c'est cette candeur, c'est ça qui est subversif, c'est finalement la candeur d'un regard d'enfant de 8 ans. Oui, on ne peut repérer ce genre de choses que quand on parcourt et on relit l'œuvre d'un auteur, en tout cas en quelques semaines, et ça m'a frappé. C'est étonnant l'importance du repas. Dans tous les livres, il y a un moment clé qui est un moment où on est autour d'une table et il y a une métaphore de cette bouche qui ingère des aliments, mais qui en même temps est pleine de non-dits, comme si on devait remplir la bouche pour ne pas dire des choses. Et c'est assez frappant, et alors quand vous repérez une idée comme ça, et que vous grappiez dans les textes, et vous trouvez toujours une image. En décollation, il y a ça, oui. Dans décollation, c'est évidemment le principe, puisque alors on peut en dire un mot. Décollation est un texte plus récent. Oui, c'est l'histoire d'Eugénia. Voilà. Eugénia qui n'a pas de tête. Et grâce à ça, elle n'a pas de tête, pourquoi? Parce que ses parents lui répètent qu'elle n'a pas la tête sur les épaules, qu'elle n'a qu'un petit poids à la place du cerveau, que vraiment elle n'a pas les épaules pour porter les choses. Donc elle décide de prendre cette situation au mot, elle n'a pas de tête. Et donc ça lui permet d'avoir cet avantage de ne pas devoir déglutir, de ne pas avoir de pellicule, de ne pas devoir faire de permanente, de ne pas avoir tous les avantages. Donc c'est un texte où la situation est traitée en dérision, oui. Voilà. Et puis mais on voit il n'y a pas de tête, il n'y a pas de parole non plus. Il n'y a pas de... mais enfin, Eugénia parle et réfléchit à travers... Voilà, donc il y a des non-dits. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de parole, oui, elle est à la recherche de cette tête, à la fin elle se demande...
où elle est. Bon, voilà, c'est une... Alors, effectivement, Décidément je t'assassine, le titre fait référence à... Alors, on peut aussi en dire un petit mot sur ce texte, hein. Comme ça, on balaye d'une certaine façon aussi les ouvrages. Décidément je t'assassine, il fait référence finalement, le titre fait référence aux aliments. Oui, mais le titre, si tu regardes dans le texte, en fait, Décidément je t'assassine, ça parle du huis clos mère-fille au moment de la maladie de la mère, de la mort de la mère, au moment où la fille vide la maison. Et Décidément je t'assassine, c'est une phrase que la fille se dit, parce que chaque fois qu'elle va à l'hôpital voir sa mère et qu'elle apporte quelque chose pour lui faire plaisir, c'est jamais bon, que ce soit son courrier attaché par des agrafes, mais enfin, voilà, ces agrafes, c'est très dangereux. Quand c'est une plante en pot, la terre dans un hôpital, la mère va attraper le tétanos, enfin quelle idée. Et la fille se dit à la fin, bon, ces cadeaux n'étant jamais bienvenus, décidément je t'assassine. Ce qui a fait bon, c'est en même temps, au moment où elle vide la maison, une sorte de meurtre symbolique de la mère, parce qu'il faut qu'elle prenne congé de toutes ses affaires, de tous ses objets. C'est un choix à chaque instant. Et donc, c'est une sorte aussi de meurtre symbolique pour pouvoir aller plus loin. Il y a une attente énorme, et puis à la fin, quand même, il y a une prise de congé. La dernière image, c'est une photo d'elle qui a 1 an. Sa mère veut la retenir, elle essaie de marcher, elle fait un grand pas pour trouver son équilibre, un grand pas, et elle ne veut pas que sa mère la retienne. Donc il y a une sorte de prise d'indépendance à travers tout cet itinéraire. Mais je ne vois pas où est cette histoire de déglutition. Oui, mais alors, en fait, j'ai eu cette idée mais voilà, je prends un petit texte de juin, recueil de poésie publié au Cormier, aux éditions Le Cormier. Viens mon cœur de beurre, tu as fait un goûter de pain perdu fumant que j'avale debout sans me soucier des miettes. Cette idée de justement on élargit au niveau de la déglutition, mais on parle là, à mon sens, plutôt d'incapacité à dire des choses que la bouche peut ingérer, mais a du mal dans des rapports justement de séduction, de soumission, d'emprise psychologique, à dire des choses, et donc il y a là un aller-retour assez étonnant, comme dans celle d'avant, un autre recueil, où tu parles dans le jus de leur bouche. Non, celle d'avant, c'est très mal. Voilà, et on a souvent ce rapport, à mon sens, dans l'écriture. Je voudrais peut-être qu'on embraye avec le ravissement des femmes, justement, où là, c'est vrai qu'on est dans un moment peut-être plus construit, plus classique dans sa facture. Mais aussi, alors tu peux revenir peut-être sur la trame du ravissement des femmes. Oui, c'est l'histoire d'Élisabeth, une mécréante qui ne fréquente pas du tout les milieux religieux, mais qui, dans une revue, voit la photo d'un homme au regard bleu très attirant, et avec le texte, même dans le noir, Dieu te fait signe. Et elle est fascinée par cette photo, elle veut aller voir. Et donc elle va voir, elle va à une conférence, et quand même, elle y retourne. Elle y retourne encore, il fait des conférences un peu partout, et ça devient un rapport entre lui et elle. Mais bien sûr, il y a tout un essaim de groupies autour de ce très beau gourou. Mais voilà, il y a une sorte de rapport non pas une histoire d'amour, mais une histoire de séduction finalement, un rapport de force. C'est à qui séduire à l'autre. Et d'emprise de nouveau. Et d'emprise. Elle croit, bon, elle espère le séduire. Lui a une séduction plus intéressée dans la mesure où il veut baptiser. C'est finalement un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir, et bon, voilà, là, il y a toute une... voilà, c'est pas, je ne vais peut-être pas dévoiler la façon dont ça se continue et ça se termine, mais enfin, on s'imagine bien. Un érotisme coincé entre le pouvoir et la séduction. Oui. Dans ce rapport toujours... En plus, c'est un homme de Dieu, donc il est hyper coincé. Mais oui, pour question érotisme en tout cas. Voilà,
Mais l'érotisme Mais transparaît. dans Vallée de nuit aussi. Dans Vallée de nuit, dans bien Vallée sûr. de nuit aussi, j'ai mis des abbés. Et puis il y a l'érotisme des parents dans le grand menu, Oui. qui est quand même... Auquel elle est conviée à assister, enfin même pas conviée, elle doit finir son repas et elle est le témoin obligatoire. Elle fait partie du triangle finalement. Elle est entraînée dans ce jeu érotique en tant que regard justement, en tant que Père Dieu. Elle semble en faire partie puisque le Père la prend à témoin de la jouissance qu'il a. Donc je suis passée dans une école il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'étais invitée dans un lycée, dans 2 classes de réto. Je l'ai fait beaucoup avec ce livre-là pour le prix des lycéens, mais j'ai remarqué qu'ici, en tout cas dans ce cas-ci, systématiquement, c'était la scène des spéculoses, là où le père, après le spéculose, entreprend la maman devant la petite fille. C'est ce qui les a tous choqués très fort dans cette école. Bon. Ils sont tous, parce que j'ai reçu une lettre de chaque élève, ils revenaient tous avec ça. Donc, la perversité de ce jeu de rôle. Oui, donc, alors ça, c'est effectivement une constante qu'on retrouve, et un érotisme peut-être aussi qui est caché, hein, je pensais aux plis, les plis de la robe, les plis d'un vêtement. Barthes a une phrase, l'endroit le plus érotique du corps, c'est là où le vêtement paille. Donc justement dans ces petites failles-là, dans ces petits interstices, et je me suis demandé si finalement tes personnages, en tout cas les personnages de tes romans, ne cherchaient pas justement à froisser d'une certaine façon leur vêtement, leur vie d'une certaine façon, qui semble peut-être un peu trop lisse. Pas, parce que mon deuxième roman s'appelait Ma robe n'est pas froissée. Oui, mais justement, le personnage essaye justement d'aller voir dans les plis. Peut-être pas froisser, mais aller voir dans le creux des plis. Voilà, c'est ça que... Voilà, c'est ça. Et là, s'ils ne froissent pas les plis, jusqu'à présent, mes personnages... Mais ils essayent d'aller quand même voir... Ils vont voir l'intérieur des plis. Que cherchent finalement tes personnages? Ce qu'ils cherchent. Oui. Ils se cherchent, ils cherchent eux-mêmes, ils me cherchent, mais ils ne savent pas. S'ils savaient, ils ne chercheraient plus, ils n'écriraient plus mes personnages. Mais est-ce que d'une certaine façon, ce sont des personnages qui sont attirés évidemment par l'enfance, par le retour d'une certaine façon à l'enfance. Alors là, c'est peut-être aussi paradoxal d'une certaine façon, puisque à la fois c'est une enfance dans la plupart des textes qui n'est pas facile, mais est-ce qu'il y a une nostalgie de l'enfance, de cette période-là, malgré tout? Je n'ai pas ce sentiment. Ça dépend des livres. Juin, oui. Dans Juin, oui. C'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère. Là, il y a une nostalgie évidente, oui. Dans celle d'avant, il n'y a pas une nostalgie. Hein. C'est pour moi, dans mes travaux de poésie, c'est le plus fort pour moi, celle d'avant. Là, ce sont elles viennent comme des harpies, comme ça, des érinies, tourmentées. C'est celui qui a le plus de parties inconscientes aussi, le plus onirique peut-être aussi, mais en tout cas il n'est pas nostalgique. Le ton il est donné dès les premiers mots. Le ton de Juin est nostalgique, le ton de l'été de la Rainette est nostalgique, mais pas systématiquement. Tout dépend de l'émotion. Tu l'as dit tout à l'heure, tes romans sont assez... l'écriture en prose est assez dense, assez tenue. Tu fais beaucoup de coupes. Oui. Oui, mais quand je vois un texte poétique comme celle d'avant, je pense qu'il a une densité. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et celui qui va paraître, je ne sais pas quand, parce qu'on attend que Tétralyre ait la réponse de la Convention. Ah, voilà. Oui, oui, donc, on est tous un peu on là. attend, oui, cette Convention laisse beaucoup de monde en haleine.
Et ça aussi, c'est un texte qui a cette densité. Les mots arrachés, qui est paru au Tétralire aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait... Non, c'est aussi la longueur, le souffle. Le souffle, oui, voilà. Un roman, il y a peut-être un sujet qui est un peu plus marathonien qu'un recueil de poésie. Quand m'a-t-il échappé? Les beignes de la petite enfance? Les torgnoles? Les claques? Toujours bonne à prendre? Bien cherchée, bien voulue, amplement méritée? Comment m'a-t-elle quitté? Dégringolade dans l'escalier? Valdingage contre ce tronc de marronnier dans la cour de récréation de l'école de Bonheur en jouant au tourniquet? Effondrement sur les rocailles du jardin japonais de la villa de Coxide? Qu'ai-je fait pour qu'elle se dépente? Quelle chute? Quelle culbute? Quelle gamelle? Je n'ai rien vu, rien su, j'étais si jeune. J'y croyais, on me l'avait mise en tête. Voilà. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le texte des collations de Corinne Hooks. Tu lis peut-être un... Oui. Oh, oui, bon. Oui. Eugénia. Le dîner est à 19h30 dimanche, s'indigne tante Léontine en s'essuyant du coin de la serviette les commissures des lèvres. 19h30 précise, insiste mère. Est-il nécessaire, Eugénia, de vous le rappeler? Auriez-vous l'obligeance, Eugénia, de vous présenter à l'heure au repas, bon aspect? Votre potage est froid. Eugénia, vous n'avez pas de tête, décide tante Léontine. Dans cette famille, la tête est préoccupante. Père, mère, mes oncles, tantes, frères, sœurs, cousines et cousins se félicitent d'en posséder une. Ils s'inquiètent pour moi. J'ai mis à la tête ailleurs, ricane Consinéduige. Ils ignorent où, ils cherchent, ils notent les indices. Eugénia a un petit poids à la place du cerveau, relève finement cousin Achille. Eugénia, où avez-vous la tête? Explose tante Léontine. Mère dit, Eugénia, vous n'avez pas la tête sur les épaules, mère a raison. Au-dessus du cou, chez moi, rien. Voilà, donc un petit extrait de collation et de ce corps finalement maltraité, ce corps fragmenté d'une certaine façon. Je voulais peut-être aussi qu'on dise un petit mot des deux derniers recueils que tu as publiés, puisque en 2016 et cette année-ci, Tango, qui date de 2016 Tango est sorti il y a un an, en novembre 2016, chez Esperluette. Tango et Leçon de ténèbres. Oui, qui est sorti cette année. Oui. Alors là, Leçon de ténèbres, on parle du corps, c'est de nouveau aussi un corps de flagellant, de flagellé. Un corps souffrant. Dis-nous un petit mot peut-être sur l'inspiration de ce recueil, Leçon de ténèbres. Mais les leçons de ténèbres sont des exercices musicaux au XVIIe siècle que beaucoup de compositeurs du XVIIe siècle ont composé. Parce que pendant la Semaine Sainte, à l'époque, on ne pouvait pas composer, on ne pouvait pas jouer. Pendant la Semaine Sainte, on ne pouvait pas jouer de musique profane. Et donc, les compositeurs, Couperin, Charpentier, Gesualdo, etc., ont composé de la musique pour pouvoir être jouée pendant la Semaine Sainte, on jouait de la musique sacrée qui accompagnait le rituel de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, on éteint chaque jour une bougie sur un chandelier jusqu'à qu'il n'y en ait plus qu'une, et puis on éteint la dernière bougie, et ce jour-là, l'église est plongée dans les ténèbres. Et donc, ces exercices musicaux qui accompagnent ces jeudis, vendredis et samedis de la Semaine Sainte, ça s'appelle des leçons de ténèbres. Ils ont tous composé ça. Ici, je parle de celle de Gesualdo, qui est un Italien, un napolitain. Qui est du fin 16e, c'est ça? Fin 16e. 17e, oui. Voilà. Carlo Gesualdo, mais je parle du noir aussi, et surtout du fait que, étant plongé dans le noir, il y a une renaissance aussi. On est dans les ténèbres pour chanter. Gesualdo compose à partir de toute
toute l'horreur sombre de son existence. Gesualdo est un personnage sulfureux parce que, bon, il était prince, il était de la famille de Saint-Charles-Borromée, etc. Enfin, la toute grande noblesse italienne, napolitaine, et il a tué son épouse et l'amant de l'épouse qui était un duc. Enfin bon, après il s'est un peu planqué chez lui pendant tout un temps parce que... Et puis il aussi, il en a conçu du remords et il a commencé à se flageller, etc. Mais il a aussi composé une très très belle musique religieuse, superbe. Donc voilà, à partir de tout ça, de toute cette descente aux enfers, ce côté sombre, il a fait s'élever un chant sublime et bon, je pense à ça pour toute la création, à ce dont sort parfois une œuvre. Justement, ce rapport au livre, à l'objet livre, parce que ça, c'est intéressant, on n'en a pas parlé, c'est ton travail de livre d'artiste. Ah oui, j'aurais bien l'emporter, mais bon, voilà. Ça, c'est une autre facette encore aussi de ta production, de l'écriture, c'est ce rapport justement au papier, à la sensualité aussi du papier, parce que tu travailles avec des plasticiens. J'ai un livre, une sortie en vue avec la très belle œuvre de Kiki Krefker. Elle a travaillé elle a déjà fait la vignette de clarinette. Et ici, elle a fait une série de dessins en fonction d'un texte. On l'a proposé à Esperluette, qui est partante en principe, mais enfin voilà, ce sera un beau livre, un grand. On attend un peu d'avoir une réponse définitive. Là, c'est avec Kiki Krefker, mais on a fait quelque chose de très beau avec l'atelier de gravure de Kiki Krefker, qui donne cours à Boisfort. Je lui ai donné un texte l'année passée, et ses élèves de l'atelier de gravure ont chacun fait ils ont réalisé un coffret avec 40 différentes illustrations, une par élève. Quand je dis élève, des étudiants, enfin des gens, des adultes. Oui. Et ça fait un très très beau coffret sur la tulipe jaune. Et puis j'ai fait pas mal de livres d'artistes, des livres pauvres avec Roger de Wind, qui sont chaque fois en 3 exemplaires évidemment, et qui tournent à travers les expositions que réalise Daniel Lewers. Et parfois il fait des grands catalogues chez Gallimard de toutes ces œuvres-là. Et puis alors j'ai des œuvres avec Robert Lebet, des livres avec Robert Lebet, et là aussi il y en a déjà 5. Il y en a un qui vient de sortir, qui s'appelle Le Feu, et j'aurais bien voulu vous l'apporter, mais je n'en ai plus parce que ils ont été rachetés. Ce sont des tirages... 30 exemplaires, 40 exemplaires, voilà. 50 maximum. Et donc, ce sont des livres d'artistes. Là, j'envoie un petit mailing aux personnes dont j'ai l'adresse pour leur proposer. Et alors, ils prennent contact avec Robert Lebet. C'est une sensibilité que tu as particulière Et je suis historienne d'art de formation. Donc, les œuvres, les objets, j'aime bien être en rapport avec un artiste aussi. Maintenant, la sensibilité au livre, à l'objet. Oui, évidemment. Des chansons aussi. Je travaille à des chansons. J'en ai 4 au moment, c'est pas encore très loin, mais voilà. Il y a des chansons que tu interprètes toi, non? Pour le moment, personne ne les interprète. J'ai un ami qui a fait des musiques. Évidemment, pendant qu'on travaille à deux, on chante ensemble ce qu'il faisait. On verra. Ah, ça serait amusant. Ça me plairait, c'est un vieux rêve, ça, évidemment, de chanter. À l'origine, pour moi, ce qui était quand même... mes maîtres, c'était comme plutôt Brassens, Barbara, avant les livres. Oui, c'est ça, avant la lecture, finalement. Oui. Chez mes parents, il y avait Brassens, et puis Barbara, j'ai acheté moi, et puis il y avait... Oui, c'est vrai que ça a été... ça, c'est très vieil amour, et donc ça... voilà, j'ai envie d'aller vers ça, mais évidemment, une chanson, c'est très difficile, très très difficile de faire une chanson. Mais sinon, tu peux t'y essayer. Ah non, je ne parle pas de chanter, je parle de d'écrire. Bien sûr. Mais surtout que tu travailles avec le musicien. Avec le musicien, et puis après, bon, oui. Enfin bon, on a fait ça au printemps, ces 4 musiques sont des textes que j'avais. Voilà, ça sont les projets. Ces nouvelles, je ne pense pas que j'aurais fini ça. Ce recueil de nouvelles, mais j'espère y travailler cet été prochain encore, et puis peut-être...
Et puis il y aura les textes aussi, sans doute, à l'académie, que tu devras aussi des conférences, en tout cas, oui. des textes. Mais là, j'ai travaillé tout l'été sur Françoise Mallet-Joris. Alors pour le moment, je travaille un peu à mes fictions. Vous aimeriez savoir quelles sont mes thématiques de prédilection, les lieux de prédilection et les personnages. Les personnages. Alors, les personnages, ce sont les parents. Ça, c'est certain que c'est très souvent les parents, et même quand j'écris le gravissement des femmes, il s'agit d'un père majuscule, hein, donc quelqu'un qui incarne encore l'autorité parentale. Donc les personnages, c'est les parents, et alors dans la poésie, Juin, c'est la grand-mère, dans Cendre, c'est la mort du père, dans celle d'avant, ce sont les instances maternelles, donc c'est les parents. Ça, c'est évident. Les lieux. La mer, le bord de mer, souvent entre en ligne de compte. Ça se passe souvent au bord de la mer. Par exemple, mon deuxième roman, La robe n'est pas froissée, il y a 3 parties qui se passent toutes les 3 à la mer du Nord. C'était délibéré, donc il y a une partie consacrée au père, une autre à la mer, une autre à un premier amant, mais chaque fois mon personnage se trouve au bord de la mer. Dans le ravissement des femmes, à la fin, ça se passe aussi au bord de la mer, dans le Midi. Évidemment, au début, ça se passe dans des couvents, parce que l'histoire y appelle. Évidemment, décidément, je t'assassine, ça se passe beaucoup dans un hôpital et dans une maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le grand menu, c'est l'intérieur d'une maison. Bien souvent, c'est l'intérieur. L'intérieur de la maison, c'est le lieu, des collations, bon, ce sont toutes sortes d'observations, mais mon personnage, elle est à l'intérieur avec ses parents. Donc ça part beaucoup de ça. Rouge au bord du fleuve, oui, voilà, c'est encore de l'eau. Ça, c'est des poèmes, et ça se passe dans l'île de la Barthelasse, qui est la plus grande île fluviale d'Europe et qui est en France, sur le Rhône, en regard d'Avignon, entre Villeneuve et Avignon. Et cette île est embrassée par les bras du Rhône, par 2 bras du Rhône, et donc c'est cette relation entre ce fleuve et cette île. Donc l'eau est un élément, et mon élément principal en tout cas. Voilà, j'aurais voulu savoir quelle interprétation, quelle signification tu donnes au titre Le ravissement des femmes. Pour voir, je voudrais attendre ton explication, pour voir si ça correspond à mon explication aussi. Bon, c'est une histoire un peu particulière, Le ravissement des femmes. Ce livre s'appelait Entre toutes les femmes. Et au moment où il était presque sous presse et où les représentants de chez Grasset étaient déjà en route avec... Voilà que sort un livre qui s'appelle qui s'appelle Entre toutes les femmes. Et j'étais obligée de changer le titre, mais j'avais quelques heures pour le changer. Et j'étais dans le train en plus, et voilà que j'apprends qu'il y a cet autre livre qui sort. On ne peut pas sortir de livres du même titre en même temps. Donc voilà, j'ai gardé des femmes et le ravissement. Maintenant, voilà, j'ai trouvé que finalement, je ne perdais pas au change. Comme quoi, voilà, je ne perdais pas au change. Encore qu'une amie qui l'a lu tout récemment m'a dit, mais le baptême aurait été aussi un bon titre, le baptême. Mais ce ravissement, bon voilà, elles sont à la fois, elles sont ravies. J'aime bien des titres qui sont polysémiques. Et donc ici, on a 3 sens. Elles sont à la fois ravies, parce qu'elles sont béates d'admiration, elles sont sous le charme, elles sont ravies, comme je suis ravie de vous voir, elles sont ravies. Ensuite, elles sont aussi ravies parce qu'elles sont capturées, elles sont emportées par cet homme, par ce gourou. Donc, le ravissement est bon. Voilà, tu vois un troisième sens? oui, je vois l'aspect religieux aussi. Oui, le ravissement au premier degré, oui. Et le ravissement... Oui. Donc il y a finalement, si tu regardes dans le dictionnaire, tu as 3 entrées et on retrouve ces 3 oui. Dans le livre. Donc je trouvais que ce titre collait merveilleusement bien. Eh bien, ça a été trouvé dans le train parce qu'il était urgent de changer et que c'était presque sous presse. Enfin, il fallait... Parfois, l'urgence permet de trouver. Et c'est mieux qu'Entre toutes les femmes, probablement, qui était évidemment une partie de prière et qui renvoyait à tous ceux
contexte religieux ou de religiosité, dans quoi il les plonge. Mais ici, on a de même que le grand menu, c'est à la fois tout ce qu'elle doit manger, elle les regarde manger le dimanche. Ils prennent le grand menu et la gamine, elle s'embête, elle est là au bout de la table. C'est aussi tout ce qu'on lui fait avaler et qui lui reste en travers de la gorge et qui ne passe pas. Maison de l'enfance.